Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette deuxième partie de notre conversation tenue à l'école alsacienne le dimanche 8, donc il y a 3 jours. Conversation que nous avons tenue avec Nicolas Bavrez, essayiste et avocat, Jean-Louis Bourlange, marathonien et essayiste également, Béatrice Gibelin, directrice de la revue Hérodote et fondatrice de l'Institut français de géopolitique, et Marc-Olivier Padis, directeur des études de la Fondation Terra Nova. Nous avons donc abordé 2 sujets, d'une part la récente désignation d'un Premier ministre par le Président de la République, et d'autre part, la non moins récente arrestation du fondateur et propriétaire de Telegram, en nous demandant quel était le sens et la portée de cette arrestation. Je vous propose d'ores et déjà de passer à la première question qui est... Là, vous avez le micro, monsieur. Bonjour, donc je m'appelle... Attendez, pardon, je crois qu'il faut... Alors, en règle générale, il faut tenir les micros... Comme ci, comme ça ? Comme ça, parce que sinon... Comme ça ? Voilà, c'est parfait, et un peu plus près de votre bouche. Pardon, je ne vous vois pas très bien, ce qui fait que je vous ai appelé monsieur, vous êtes peut-être une dame ou le contraire. Non, c'est une dame. Enfin, excusez-moi, et ne me traduisez pas devant aucun tribunal d'aucune sorte. Oui, déjà, voilà. Bonjour. Donc, je tiens à vous remercier de cette émission, de tout ce que vous dites, qui à chaque fois m'éclaire sur la vision des choses. Moi, j'ai l'honneur d'appartenir au Parti socialiste. Je pense que les critiques qui ont été faites contre le PS ce serait long à démonter, parce que je trouve que vous êtes un petit peu méchant envers ce Parti socialiste. Le mot méchant est... Voilà. Et surtout, je prends la parole pour intervenir sur les propos de Nicolas Bavrez, sur l'espèce d'admiration, de reconnaissance qu'il a envers Bernard Cazeneuve. Je tiens à signaler que j'étais au Rwanda pendant le génocide des Tutsis en 1994, que j'étais médecin à l'époque, que les propos que Cazeneuve a une cote tout à fait diminuée au Parti socialiste et à tous les niveaux, par sa position sur le génocide des Tutsis au Rwanda. Je tiens à vous rappeler, à vous dire qu'au moment de la mission d'information parlementaire, et Glucksmann en a été le témoin, il a tout fait pour amoindrir, diminuer et effacer la responsabilité du gouvernement Mitterrand sur la complicité. Je dis complicité ici, je sais que c'est pas le mot qui est retenu par Duclerc, mais un jour il le sera. La complicité de la France au génocide des Tutsis. Cazeneuve ne passe son temps depuis cette époque-là à être un déténoir sur la responsabilité de la France. Et l'apogée de son attitude a été au moment, rappelez-vous, quand Glucksmann a été présenté aux élections européennes en 2019. Il y a une lettre fabriquée, créée, instaurée par Védrine, qui demandait au Parti socialiste la destitution de Glucksmann, compte tenu des propos contre le gouvernement Mitterrand et sur la dénonciation de la France dans le génocide des Tutsis. Cazeneuve a signé. Cazeneuve continue actuellement à maintenir un discours de double génocide. Et comme je suis au Parti socialiste, j'ai ouvert ma voix et j'ai parlé de ça à de nombreux socialistes. Je pense que vraiment Cazeneuve n'était pas fait pour être Premier ministre. Et j'ajoute aussi vraiment que je pense que Macron n'y a strictement jamais pensé. J'ai bien compris que Jules Geoffrin écrit régulièrement des papiers pour Cazeneuve, mais je peux vous dire que la connaissance du personnage et là l'espèce d'enthousiasme que vous avez sur les choses magnifiques qu'il aurait fait sont largement exagérés, et que s'il avait fait un jour quelque chose de bien, ça saurait. Alors, supposons que vous ayez raison sur ce que Cazeneuve a fait, puisque, pour tout vous dire, je n'ai pas regardé avant de venir la question de l'attitude de Bernard Cazeneuve à l'égard du génocide au Rwanda. Mais permettez-moi de vous faire remarquer que ça n'est pas l'argument qui a été évoqué par Olivier Faure ni par Jean-Luc Mélenchon pour s'opposer à la nomination. Par conséquent, j'ai peur que, si forte ou même si documentée que puisse être votre objection, elle ne réponde pas à ce que nous avons dit, sans d'ailleurs méchanceté, parce que la méchanceté n'est pas vraiment une catégorie d'analyse politique, ce que nous avons dit de l'attitude des socialistes à l'égard de Bernard Cazeneuve. Philippe, oui. Est-ce que je peux peut-être... Alors
Je rappelle que il ne vous échappe pas que je ne suis pas le porte-parole de Bernard Cazeneuve et donc il pourrait répondre et notamment sur sur la position sur le Rwanda. Vous savez que sur le génocide rwandais, ça mériterait d'ailleurs une émission à elle toute seule. Il y a des positions qui sont effectivement extrêmement tranchées, controversées. Vous avez rappelé sur la position d'Hubert Védrine qui défend effectivement la mémoire de François Mitterrand sur ce point. Moi, si j'ai évoqué Bernard Cazeneuve, comme il a été dit, c'était pas pour ses qualités ou ses défauts, c'était pour une raison de est-ce qu'il a été bien positionné pour sortir de la crise politique dans laquelle on se trouvait. Et pour moi, pourquoi est-ce que j'ai évoqué son nom ? Parce que à gauche, si on cherchait à trouver un homme de gauche qui puisse convenir à ce qui a été rappelé par tout le monde, les 3 blocs, l'absence de majorité, etc., il fallait quelqu'un qui ne soit pas macroniste, qui ne soit pas Nouveau Front Populaire, qui soit acceptable pour LR, qui soit crédible sur le régalien et qui présente une certaine compétence sur le plan économique et financier compte tenu des chiffres que j'ai rappelés. Donc ça, c'était les termes de l'équation. Ensuite, on apprécie ou pas Bernard Cazeneuve, et ça, c'est le droit de chacun, mais force est de reconnaître que il était à peu près le seul à pouvoir correspondre à cette espèce de fiche de poste très singulière qui vient, je rappelle, d'un moment dans l'histoire politique de notre pays qu'on n'a jamais connu. On n'a jamais connu depuis 58. C'est pas une situation de cohabitation. C'est une situation où il y a non seulement il y a pas de majorité, mais où il y a ces fameux 3 blocs. Donc voilà pourquoi j'ai évoqué son nom et je pense encore aujourd'hui que en termes de positionnement politique pour ces raisons-là, il était effectivement, c'était logique de commencer par essayer de trouver quelqu'un au Parti socialiste. Et voilà pourquoi je pense que il était effectivement le mieux placé. Et c'était logique qu'Emmanuel Macron commence par. Nicolas, Marc-Olivier Padis. Oui, je vais revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure. C'était facile de neutraliser l'influence du Rassemblement national. Et c'était ça que devait faire la gauche, de mon point de vue. Et c'était ça le message des urnes. C'est-à-dire, le 7 juillet, les Français ont voté en disant, finalement, la seule question, c'est est-ce que vous voulez Jordan Bardella Premier ministre le 8 juillet ? Donc, il y a une majorité très forte qui a dit non. Donc, c'était ça le message. Donc, la responsabilité de la gauche, c'était de neutraliser le Rassemblement national, ce qui, visiblement, n'est pas le résultat des courses. Olivier Faure, il dit « Nous, on n'y peut rien, c'est le président qui nomme le Premier ministre ». Ça ne suffit pas comme réponse. C'est très insuffisant. Parce que moi, j'ai plutôt, a priori, de la sympathie pour quelqu'un comme Lucie Castet. Mais je dois dire qu'elle n'a pas fait son travail. Elle n'a pas fait ses devoirs cet été. Pour 2 raisons. Quand elle dit « On trouvera des majorités texte par texte », moi, ce n'est pas convaincant. Pourquoi ? Parce qu'il y a le budget. On peut pas dire texte par texte alors que le premier texte à voter, c'est le budget. Le budget, il engage l'ensemble des politiques. Et donc, la responsabilité de quelqu'un qui veut être Premier ministre, c'est de dire, voilà sur quelle majorité je vais m'appuyer. Si les socialistes, en laissant de côté, et les filles d'après moi, mais même les Verts auraient pu, avaient commencé à discuter avec les autres groupes parlementaires en disant on va faire un contrat de gouvernement, on va écrire noir sur blanc ce que va être notre programme. Et s'ils étaient revenus à ce moment-là devant Macron en disant vous voyez, on a un contrat de gouvernement, on est une majorité. Là, Macron n'avait plus le choix. C'est pour ça que ça n'a pas de sens de dire on n'y peut rien, c'est lui qui nomme le Premier ministre. D'accord, c'est l'article, il nomme formellement, mais c'est pas lui qui doit constituer le gouvernement. Et donc, le fait de ne même pas commencer des négociations avec les autres groupes parlementaires, à mon avis, dans une culture parlementaire, surtout pour des gens qui, depuis 2 ans, voire plus, disent le Parlement est humilié, c'est scandaleux, de ne pas comprendre qu'aujourd'hui, le pouvoir est au Parlement. Là, c'est quand même manquer une occasion politique majeure. Jean-Louis Bourlanges. Oui, d'abord un mot sur le génocide. Je ne sais pas quelles sont les positions de Bernard Cazeneuve, donc je ne répondrai pas là-dessus. Mais je sais que moi, j'ai été escalité quand j'étais à la Commission des Affaires étrangères. J'ai été évidemment très
j'ai pris fait et cause pour la mémoire des génocidés, et notamment j'ai accueilli avec beaucoup de sympathie, de respect et de publicité Monsieur Duclerc, qui avait fait cet excellent rapport sur le génocide, et on avait eu un échange qui était très positif. La deuxième remarque que je voulais faire, c'est que Cazeneuve, moi, je connais bien Monsieur Cazeneuve, j'ai beaucoup de respect. Je trouve qu'il a été un excellent Premier ministre, un excellent ministre de l'Intérieur, un Premier ministre éphémère, et qu'il a soutenu une politique qui était relativement réaliste et qui était bien nécessaire à l'époque. Maintenant, je crois qu'il n'était pas l'homme de la situation, je pense, non pas l'homme en tant que tel, mais parce que vous pensez qu'il pouvait y avoir quelque chose de bon à sortir du programme du nouveau Front populaire, et qu'on pouvait donc faire une sorte de compromis entre le programme de nouveau Front populaire et ce qui se fait depuis une vingtaine d'années ou une cinquantaine d'années en France. Eh bien non, je vous le dis, le programme du nouveau Front populaire, qui est construit par les mélenchonistes, est un programme qui est un déni total de la réalité. C'est le contraire de tout ce qu'ils vont faire. C'est terrible, parce qu'il a été, effectivement, il a plu. Parce que quand vous dites aux gens qu'ils vont travailler moins longtemps, qu'ils vont gagner plus s'ils sont au SMIC, qu'ils vont gagner plus s'ils sont fonctionnaires, et qu'ils seront indemnisés plus longtemps s'ils sont chômeurs, il y a bien peu de gens qui se disent « Ah oui, ça c'est pas bien ». Bon, mais on sait très bien que ces promesses, ces gratifications électorales sont infinançables. Donc, il y a un déni de réalité dans cette affaire. Et la troisième remarque que je fais, c'est que je crois que le Parti socialiste a perdu quelque chose d'essentiel pour son avenir. Je pense que les deux seuls qui peuvent se réjouir de la façon dont ça s'est passé, avec M. Faure n'attendant même pas le discours de M. Cazeneuve pour se prononcer contre lui, les deux seuls qui peuvent se réjouir, c'est Mme Le Pen, parce que effectivement, ça renforce sa main, et c'est M. Mélenchon, qui a déblayé le terrain en dépit de toutes ses outrances, de toutes ses incohérences, de tous ses excès. Le chemin est totalement déblayé pour lui. Il a réglé son compte à Cazeneuve, à Glucksmann, à tout ce qui pouvait le gêner. Et c'est une situation très déséquilibrée, très inquiétante pour le pays. Monsieur. Bonjour. Merci. Je rejoins Monsieur Padis dans son intervention par rapport à la prise de position de Madame Castex sur le fait qu'elle aurait dû effectivement intervenir à propos de l'échéance du budget. Et elle ne l'a pas fait du tout. Peut-être est-ce l'effet de la notoriété, comme disait en introduction l'animateur de l'émission. Enfin, comme elle est directrice financière de la ville de Paris et vu l'état des finances de la ville, peut-être qu'on a échappé à quelque chose. 3 points. Premier point, c'est une grande inquiétude quant à l'avenir de notre démocratie. Est-ce que la parenthèse démocratique n'est pas en train de se refermer de plus en plus rapidement sur nous ? Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, alors qu'il y a une situation extrêmement grave sur plein de points que vous avez rappelés, c'est très étonnant de voir que le personnel politique n'arrive pas à dépasser des clivages, sinon d'apparence, sinon idéologiques, pour mettre en œuvre l'intérêt du pays. Je ne doute pas que dans le personnel politique, il y ait des gens très compétents, mais ces personnes-là sont-elles aux commandes ? Deuxième point, c'est le Parti socialiste. Est-ce qu'on n'assiste pas une nouvelle fois à la victoire de Jules Guesde sur Jean Jaurès ? Et mon dernier point, il est sur l'international et sur les graves crises aujourd'hui. Quelle crédibilité pour le futur gouvernement français, quel poids de la France par rapport aux crises internationales qui sont en cours ? Qui veut intervenir le premier, Béatrice ? Oui. Alors, sur la position internationale, en fait, déjà, ça fait un moment que la France ne pèse plus énormément. C'est une moyenne puissance, et même si elle est au Conseil de sécurité de l'ONU, c'est pas ça qui fait qu'elle est forcément très entendue,
très entendu. Bon, elle vient de subir des revers importants. On va prendre simplement celui du Sahel, où elle a dû partir du Mali, du Niger, sans gloire, on va dire. Bien. Donc la situation sur l'Europe, le fameux couple franco-allemand qui n'existe que du côté français, il est aussi en situation de difficulté pour se faire entendre. Donc la situation, ça fait déjà un moment, si vous voulez, que la France sur le plan international ne se fait plus entendre. Mais c'est aussi parce que d'autres ont monté. Et il faut accepter que la Chine, oui, elle est capable de se faire entendre parce qu'elle pèse lourd. Bon, Poutine prend des chemins pour se faire entendre qui sont pour le moins contestables et auxquels on doit fortement s'opposer, mais il peut se faire entendre. En tout cas, il suscite une inquiétude et une menace. La France n'a pas les mêmes, ne joue pas dans les mêmes arguments. Alors après, sur votre personnel politique qui ne veut pas voir et qui ne veut pas du tout ouvrir les yeux, on a l'impression qu'il est presque aveuglé par les présidentielles de 2027 et que Jean-Louis Bourlange a confirmé ce que moi j'avais dit. Je pense que la stratégie de Mélenchon dans cette situation qu'on vient de vivre, c'est uniquement être le candidat présent au deuxième tour contre Marine Le Pen. C'est sa seule stratégie. Et pour ça, il a le moyen de prendre poids sur le PS en disant « vous ne pouvez pas casser l'union, ne pas être les social-traîtres ». Voilà. Donc, cassez pas l'union, et ils sont prisonniers de cette représentation-là, qui est, je crois, une représentation. Même si on voit bien dans la jeunesse, dans les manifestations d'hier, à l'initiative de certains syndicats étudiants, c'est l'idée de l'union. Je suis tout à fait d'accord sur le mythe que ça représente, mais avoir le courage de dire, on n'est pas d'accord sur grand-chose, donc non, et on peut pas brandir l'union comme ça. Mais pour l'instant, il n'y a pas de personnalité politique au Parti socialiste qui ait le courage de le dire et de le faire. Parce que se faire réélire, fin d'union, c'est pas être réélu dans un avenir proche. Marc-Olivier Padis. Oui, un mot très court à propos de la défiance que suscite la classe politique, que moi je trouve souvent, ça me laisse perplexe parce qu'elle est quand même, elle me semble souvent très disproportionnée, mais j'ai relevé ce matin une citation qui était dans un papier qui revenait sur les Jeux Olympiques et sur le déroulement improbable de cette cérémonie d'ouverture qui était quand même très très compliquée à gérer entre surtout les services de police, toute la sécurité et puis les saltimbanques qui avaient organisé tout ça, et quelqu'un disait, j'ai relevé cette citation parce que je la trouve vraiment éclairante, des gens aux idées et au fonctionnement disparates se sont mis à travailler dans le même sens pour la réussite de l'événement. Ça peut sembler tout bête, mais je pense que c'est ça le message de la cérémonie d'ouverture. Et c'est ça que font les Français toute la journée, au travail, dans les institutions, à l'école, à l'hôpital. C'est des gens qui dépassent leurs désaccords personnels, qui se mettent à travailler ensemble pour que ça marche. Et je crois qu'effectivement, là, c'est pas le spectacle que donne la classe politique. Et moi, je garde cette citation parce que je trouve que c'est un peu quand même une clé. Nicolas Mavrez. Sur la crise de la démocratie, crise de la classe politique. Je pense qu'il faut regarder quand même aussi ce qui se passe un peu à l'étranger. Donc, toutes les démocraties sont aujourd'hui touchées par ces phénomènes, avec une montée de l'extrémisme. Et donc, la crise de la démocratie française, avec une majorité de votes populistes, elle ne date pas de la dissolution. On a deux bonnes nouvelles aujourd'hui. Une, d'ailleurs, qui nous ramène peut-être à Bernard Cazeneuve, c'est l'arrivée d'une social-démocratie responsable au pouvoir au Royaume-Uni. La deuxième bonne nouvelle, mais potentielle, c'est que Trump, qui semblait avoir gagné l'élection présidentielle, aujourd'hui, il y a un vrai débat extrêmement serré avec Kamala Harris, qui se révèle une bien meilleure candidate que prévu. Et en tout cas, évidemment, et il y a un vrai débat. Mais quand on regarde ailleurs, vous avez vu l'Allemagne, la montée de l'AfD est spectaculaire. En Italie, c'est donc Madame Meloni qui est au pouvoir. Et l'Espagne est aussi dans une situation politique très, 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 très fragile. Alors, et pour dire d'un mot, qu'est-ce qui, aujourd'hui, justement, depuis la dissolution,
quelle est la bascule de 2024 pour notre pays? Pour moi, il y en a 3 qui sont très importantes. La première, c'est que quand même, jusqu'à présent, on avait des institutions, une 5e République qui a plein de défauts, mais qui fonctionnait. Et là, on a quand même, on va voir ce que fait Michel Barnier, mais on a une situation de blocage qu'on n'a jamais connue. La deuxième chose nouvelle, c'est l'accélération de la crise financière. Et ça, elle est spectaculaire. Et la troisième, qui a été rappelée par Béatrice Gibelin, c'est quand même la traduction réelle de la perte d'influence de la France et notamment le fait que finalement la nouvelle Commission européenne et aujourd'hui l'Europe est en train de se faire sans la France, ce qui est jamais arrivé depuis les années 50. Jean-Louis Bourlanges. Oui, je voulais simplement dire que Marc-Olivier vient de me chuchoter à l'oreille quelque chose d'important. C'est, je crois, la première fois dans toutes ces émissions que Nicolas Bavrez a donné 2 bonnes nouvelles. J'aperçois Roselyne Bachelot tout en haut de notre auditorium. Madame Nicolas la ministre, Bavrez vient d'ouvrir le débat sur la 5e République et la réforme des institutions dont on n'a pas encore parlé. Il est tout à fait évident que le Français ayant choisi d'avoir 3 forces politiques à peu près identiques à l'Assemblée nationale, se pose effectivement la question de la nécessaire réforme ou de la non nécessaire réforme des institutions. On nous vend à l'envi l'idée que le scrutin proportionnel pourrait résoudre les problèmes et nous faire sortir de la crise. Je crois qu'il n'en est rien. Au contraire, on ne ferait sans doute qu'accélérer, qu'amplifier cette crise démocratique et cette crise politique. Donc je voulais savoir, qu'est-ce que vous pensez du scrutin proportionnel, puisqu'il est défendu par énormément de gens? Est-ce que vous pensez que la réforme des institutions doit se faire maintenant, si elle est nécessaire, c'est-à-dire avant le quinquennat, ou être le chantier du futur président de la République? Mais en fait, vous savez que les Français sont bien reflétés par la phrase fameuse de Bossuet « Dieu se rit des hommes qui chérissent les effets dont ils... Non, qu'est-ce que c'est? Vous allez m'aider? Ils déplorent les effets dont ils chérissent les causes. » Dont ils chérissent les causes, merci. Merci Philippe. Donc voilà, qu'est-ce que vous pensez de la nécessaire réforme institutionnelle et quelle pourrait être cette réforme institutionnelle qui nous sortirait de la merde? Marc-Olivier Padis. Oui, 2 remarques très brièvement. La première, moi je ne crois pas qu'il y a besoin d'une réforme des institutions, il y a besoin de changer les usages simplement. Et justement là, on a une opportunité extraordinaire pour changer les usages, parce que le pouvoir n'est plus à l'Élysée. Ce sont les députés qui aujourd'hui choisissent, parce que quand le président a une hyper-majorité, le Parlement ne compte pas. Et aujourd'hui que le Parlement est divisé, il compte, à condition de prendre ses responsabilités. Et deuxièmement, moi je suis pour la proportionnelle. On a fait des simulations qui montrent que on aurait à peu près la même composition de l'Assemblée si on était à la proportionnelle. Vous me direz, qu'est-ce que ça change à quelques voix près? 50 parlementaires, RN de plus. Oui, mais on aurait une tripartition. Voilà, on aurait une tripartition et aucun groupe n'aurait la majorité. Donc vous me direz, qu'est-ce que ça change? Ça change 2 choses fondamentales. La première, c'est que les électeurs auraient pu voter en fonction de leur choix et pas en fonction des contraintes du Front républicain qui sont quand même difficiles, parce que beaucoup d'électeurs ont le sentiment de ne pas avoir pu exprimer leur choix librement. Et ça, c'est quand même important dans une démocratie, quand on vote, d'exprimer son choix et pas être pris dans ce système de contraintes. Et la deuxième chose, c'est que chez nos voisins, dans les démocraties parlementaires, qu'est-ce qui se passe? Ils arrivent aussi à des parlements divisés. Sauf qu'il y a une grande différence, c'est qu'au début de la campagne électorale, ils savent qu'au bout du compte, il faudra qu'ils s'entendent avec les autres groupes parlementaires. Et ça change la nature du débat. Parce que on ne se parle plus comme à des adversaires qui appartiennent à des familles ou même des camps qui ne discutent pas entre eux. On part au combat politique en sachant qu'au bout du compte, il faudra s'entendre. Jean-Louis Bourlanges. Oui, ce sont des questions assez graves que celles que Roselyne pose. Sur le plan des institutions, je suis d'accord avec Marc-Olivier, je vois pas très bien ce qu'on doit changer, ce qu'on pourrait changer et qui changerait réellement la chose. En revanche, j'estime que le président a pris vraiment du plomb dans l'aile sur le plan politique. La gestion en prise directe
du gouvernement n'est certainement pas une bonne chose. Et deuxièmement, le Parlement, qui reflète de ce point de vue-là les divisions des Français, est effectivement assez incapable, ce que l'a dit Bayrou tout au long de cette crise, et je crois qu'il a eu raison, même s'il a peut-être des raisons personnelles de le dire, c'est que les partis politiques sont incapables de s'entendre. Donc je crois qu'il faut revenir dans les usages, à la pratique qui est en fait celle qu'avait en tête Michel Debré quand il a rédigé la Constitution de 1958, qui était le renforcement d'un pouvoir gouvernemental sous le contrôle du président de la République. Le président de la République, lui, je crois, avait une idée plus ferme de son rôle. Comme le président de la République de l'époque avait dit, on n'a pas ramené De Gaulle pour inaugurer les chrysanthèmes. Mais je pense que ce qui était à l'esprit de Michel Debré, c'est un héritage qu'il tenait de Jules Ferry, de Gambetta, de Waldeck-Rousseau, qui était celui d'un gouvernement fort face au Parlement. Et le droit de dissolution que, justement, ces fondateurs de la Troisième République, dont ils avaient ignoré la possibilité, était au centre de ce renforcement. Et je crois que là, doit y avoir une double affirmation d'une équipe de France derrière le Premier ministre, que je souhaite une équipe très éminente, avec des gens, des personnalités fortes, respectées des Français, venant de la société civile ou du Parlement, venant de partout, mais très forte en tant que telle, et puis un président qui fasse son rôle, qui est un rôle de garant, et non pas de gouvernant, et moins encore d'administrateur de la République. Donc je crois que là, il y a un équilibre à trouver. Est-ce que le Parlement sera capable d'avoir cette discipline? Est-ce que le président de la République sera capable d'avoir cette modération? Je n'en sais rien. Mais je crois que c'est là la clé, c'est beaucoup plus dans les usages. Sur la proportionnelle, je suis très mal à l'aise sur la proportionnelle, parce que moi, j'ai toujours été favorable à la proportionnelle, et avec Jean-Claude Casanova, nous avions notamment signé une opinion, non pas opposée, mais différente, dans le rapport qui avait été fait sur la révision de la Constitution, le rapport du comité Balladur en 2007. Mais aujourd'hui, alors, je comprends très bien les arguments de Marc Olivier. C'est vrai que l'introduction de la proportionnelle libère les formations de gauche modérée et de droite modérée de la pression exercée par les extrêmes. Mais il faut quand même voir que d'abord, cette pression, à droite maintenant, les ciotistes ont fait leur choix, et les autres sont fondamentalement, quoi qu'on dise, et quoi que dise la gauche notamment, profondément liés à la Macronie. Même Wauquiez, il doit reconnaître que son avenir, il est là. Donc, je ne crois pas qu'il y ait un risque de ce point de vue-là important d'attraction supplémentaire du Rassemblement national sur l'ensemble central. Quant à la gauche, je ne suis pas sûr que ça suffise, pour des raisons qui ont été évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire qui ont été reprises notamment par le poids de la mythologie de l'Union qui dépasse tout, qui englobe tout, et par l'intérêt électoral qui reste par les élections municipales. Donc je pense que, évidemment, Faure, quand on voit Olivier Faure, c'est très très simple. Il est en Seine-et-Marne, il est un département, il dépend, pour aller faire pipi, il dépend de l'accord de LFI. C'est pas compliqué, hein. Il est pas compliqué à comprendre, celui-là. Il dépend entièrement de son partenaire, donc il joue effectivement les utilités. Bon, mais d'une façon plus générale, tous sont plus ou moins dépendants d'une relation avec LFI. Donc je ne suis pas sûr que ça suffise. Quant aux effets, alors là, il faut quand même bien voir. La seule proportionnelle qui me paraît à peu près présentable, c'est ce qu'on appelle à tort la proportionnelle intégrale, c'est-à-dire celle qu'avait introduit Mitterrand en 86, proportionnelle départementale à la plus forte moyenne, donc plutôt favorable aux grands partis qu'aux petits, avec un seuil de 5% pour éviter toutes les situations de marginaux qui se font élire à l'israélienne. Bon, ça donne quoi? Ça avait donné en 86
la coalition, j'étais candidat d'ailleurs sur la liste commune UMP, UNR, UDF, ça avait donné, RPR, UDF, pardon, ça avait donné à peu près 40% de voix pour cette coalition. Ils avaient eu avec ça plus de 50% des sièges. Alors quand même, pour une proportionnelle, le coefficient majoritaire, le correcteur majoritaire était de 25%. C'est quand même pas tout à fait négligeable. Or là, si nous avons un Rassemblement national qui fait à peu près 31% des voix, avec les ciotistes et les personnes agrégées autour de lui, ils tangentent les 34-35%. Ça veut dire que, logiquement, il occupera, sans aucune alliance avec quiconque, 45% des sièges. Ça, c'est quand même le gars qui dit on va construire une majorité sans contre les 45%. C'est pas tout à fait évident, hein. Donc je pense, là, je suis hésitant. Je le dis, j'ai des discussions très serrées avec mon ami Grimbert. Là, la morale de la conviction qui me conduirait à être pour la proportionnelle me conduit à écouter les sirènes de Roselyne Bachelot et de me dire que la morale de la responsabilité, c'est une spécialiste de toutes les morales, Roselyne, et notamment de celle de la responsabilité, me conduirait à dire que peut-être il faut y regarder à deux fois avant de se lancer dans ce que Lionel Jospin aurait appelé une expérimentation hasardeuse. Autre intervention, autre sirène. Oui, là. Alors, Christian. Le vrai marathonien, c'est Christian Sory qui court derrière le micro pour vous apporter aux uns et aux autres. Merci. Je voulais juste comprendre ce qui avait justifié que le fondateur de Telegram se soit vu octroyer la nationalité française. Je voulais savoir pourquoi le fondateur de Telegram avait eu la nationalité française. Merci. De la volonté du président. Premièrement, parce qu'il l'a demandé, j'imagine. Deuxièmement, parce qu'il est passé par une procédure qui est hors procédure, qui est d'avoir la nationalité pour être une personnalité étranger éminente. Émérite. Étranger émérite. Le président de la République a considéré qu'il était étranger émérite. Qu'est-ce que le président de la République avait derrière la tête ? Je crois que chacun d'entre nous peut-être peut l'hébergement faire quand ses même de hypothèses. Telegram en France. Oui, mais c'est pas le cas puisque l'hébergement de Telegram est toujours à Le Dubaï. siège est à Dubaï, mais Il paraît qu'il avait Il a loin de la promis. coupe aux lèvres. On dit qu'il avait promis de transférer le siège de Telegram en France. S'il l'avait promis, il n'a pas tenu sa parole. Et s'il ne l'avait pas promis, c'est qu'il y a une autre raison. Et puis quand ça lui était octroyé, c'était le moment aussi où Pavel Durov mettait en avant son soutien à Navalny, c'est-à-dire qu'il rendait service aux opposants et aux Ukrainiens. Donc voilà, il faut toujours se souvenir des contextes dans lesquels les choses se passent. Il y a une petite chose que j'ai trouvée amusante et au fond qui montre que l'histoire continue, c'est que donc quand il est devenu français, il s'est appelé Paul Durov, mais il s'est appelé Paul en deux mots, c'est-à-dire que Du est devenu une particule. Et c'est un peu, il y a quelque chose comme ça dans, je sais, un paysan qui s'appelait Gros-Pierre et n'ayant pour tout bien qu'un seul quartier de terre, fit construire alentour un grand fossé bourbeux et de Monsieur de Lille en prit le nom pompeux. Et bien de voir quand même que la particule compte au moins autant que la partie tête, je trouve que c'est assez plaisant. Oui, monsieur là-bas. C'est vraiment le marathon aujourd'hui. Bonjour, Vincent L'Orphelin, je dirige un think tank qui s'appelle Controverse et je publie assez fréquemment dans Le Monde et Les Échos sur l'économie du numérique. Donc pour poursuivre un tout petit peu cette discussion sur Telegram, je m'adresse en particulier à Nicolas Bavrez et Marc-Olivier Padis. Vous êtes intervenus tout à l'heure, alors en substance, pour expliquer que la position française de mettre en examen le président de Telegram était d'une certaine manière une revanche du souverain par rapport à l'entrepreneur ou à la vague libertarienne. Je vous ai pas entendu, et c'est une petite frustration, sur la puissance de cette vague libertarienne qui, me semble-t-il, est beaucoup plus importante que ce que vous suggériez. J'en veux pour preuve la nomination annoncée de Elon Musk dans l'administration Trump, si jamais il était élu. Marc-Olivier.
Oui, vous avez tout à fait raison de souligner que on ne saurait trop souligner la puissance, mais puissance déstabilisatrice à bien des égards d'entreprises privées qui rassemblent 1 milliard et parfois plus d'utilisateurs. C'est quelque chose quand même de très très grand. Et on pourrait même considérer que les régulations ou le début de régulations proposées par l'Europe peuvent sembler parfois dérisoires par rapport à la puissance de ces réseaux et à leurs effets. Parce que Nicolas rappelait que, par exemple, les émeutes en Grande-Bretagne ont été largement, peut-être pas provoquées, mais en tout cas amplifiées par la diffusion de fausses informations, de fake news via ces réseaux sociaux, et donc donc ça a enflammé complètement les esprits. Donc, je pense que, mais malgré tout, on a un début de retour à des actions souveraines, et je pense que de parler comme ça de façon aussi méprisante de lois locales à propos de décisions qui sont prises par des instances souveraines, c'est quand même impressionnant. Elon Musk, Trump, pour autant qu'on puisse accorder un tout petit peu de constance à des décisions ou à des annonces qu'il fait, devrait faire une révision de l'administration américaine, si j'ai bien compris. Alors évidemment, c'est une annonce. Là, je doute. Je sais pas du tout ce qui peut en sortir. Je vois que c'est aussi complètement parallèle au projet qui est lui beaucoup plus consistant et élaboré depuis longtemps de la fondation Heritage aux États-Unis, qui a donc fait ce projet 2025 qui consiste vraiment pas un amaigrissement, à une contestation fondamentale des agences fédérales et de l'État fédéral. Trump avait dit que c'était son programme, donc il lance déjà d'autres pistes. Là, moi, je pense qu'il faut prendre ça avec pas mal de distance quand même. Nicolas Bavrez. Quelques remarques. D'abord, sur la tech aux États-Unis, c'est très ambigu, parce que il y a cette idée libertarienne de l'autorégulation, mais en fait, c'est directement lié au système de renseignement américain. Si on prend Elon Musk sur la partie spatiale, c'est du financement NASA. Et donc, il faut quand même toujours se rappeler que Internet est le fruit, au départ, d'applications militaires. Et il y a toujours eu un lien, et ce lien, il continue à exister, il est très fort, et il est d'autant plus fort que c'est la clé de la rivalité avec la Chine. Et la deuxième remarque, c'est que là aussi, c'est un point de bascule qui est très intéressant. Il y a deux choses qui se passent aux États-Unis. D'abord, la polarisation, la politisation a gagné le capitalisme et le business. On le voit sur les critères ESG, donc qui sont exclus, combattus par tout ce les États républicains et tout ce qui s'en approche. Mais ça touche aussi la tech. Normalement, la tech, parce que c'est la côte ouest, elle est démocrate comme le cinéma, comme toute une série d'industries. Et effectivement, là, on a un vrai basculement. La technologie est passée chez Trump. Mais là où les choses sont tout à fait ouvertes, mais vont dépendre de la prochaine élection, c'est que côté démocrate, en revanche, il y a une vraie pression en termes de régulation et sur la concurrence et sur la régulation de la tech. Donc aujourd'hui, les choses sont ouvertes, mais on a effectivement ce clivage qu'on n'a jamais eu et avec un passage du secteur de la technologie des démocrates aux républicains. Béatrice Gibelin. Simplement dire que sur le champ des libertariens aujourd'hui, il faut pas oublier la rivalité avec la Chine, qui reste pour les États-Unis l'axe central, et qu'on soit trumpiste ou qu'on soit Harris, et que c'est à cette lecture-là qu'il va falloir comment les choses évoluent. Je vous remercie. Je voudrais dire aussi que pour cette première émission de notre 8e saison, l'incident de tout à l'heure montre à quel point on nous conforte dans notre attachement à l'idée que la conversation
et restera préférable à n'importe quel débat de coq. Merci à toutes et à tous et à la semaine prochaine.